Buenas noches a todos, a todas quienes nos acompañan en este nuevo regreso a la presencialidad, habitando la universidad nuevamente. Y reitero la invitación a estas jornadas de Viernes de Letras. Como directora de la Escuela de Estudios Literarios, doy una cálida bienvenida al escritor Philip Prax, perdón mi pronunciación. Agradezco mucho al profesor James Cortés, que tuvo la idea de hacer la invitación a estos espacios, y también al profesor Juan Sebastián Rojas. Muchas gracias y espero que disfrutemos esta noche, como siempre lo hacemos, hablando alrededor de las palabras. También bienvenida a Maya y Azul, aquí a este espacio. Bueno, sin más, cedo la palabra a nuestra estudiante María Fernanda González, que hará la presentación de nuestro invitado. Escritor y profesor francés, nació en 1960 en Albi, en la región de Occitania, reconocida por sus monumentos de estilo gótico, construidos con la arcilla roja del río Tarn. Dentro de su trayectoria como docente de francés y literatura, ha trabajado en Francia, Guyana Francesa, Isla de la Reunión, Zaire, Costa de Marfil, Gabón y actualmente en el Liceo Francés Paul Valéry, en Cali. Además de la enseñanza, Prats es el creador del sitio web Indies and Their Reuniones, Indias Reunionesas, donde expone las características y puntos de referencia de la cultura india, ubicada en la isla de Reunión, Francia. También es activista cultural y cofundador del Festival de Cine Indio de Toulouse. Les cuento grosso modo cómo va a ser el guión de la exposición. En la primera parte vamos a hablar de los libros del profesor Philippe Prats, y pues vamos a hacer un énfasis. Yo quisiera particularmente que el profesor, él no es muy dado al aspecto personal, pero a mí me parece que es bastante enriquecedor saber que es ante todo un profesor de literatura, escritor. Ese matiz que en Francia no suele ser muy frecuente, en América Latina es distinto, ¿eh? En América Latina a menudo la gente que llega a literatura son muchos los que quieren llegar a ser escritores. En Francia, yo tengo entendido, muchos de los que llegan a hacer sus estudios literarios quieren ser profesores, no necesariamente escritores. Entonces, para nuestro público de Viernes de Letras, para nuestro público de la Escuela de Estudios Literarios, muchos que están haciendo su licenciatura, pero que al mismo tiempo sueñan con ser escritores, ese recorrido tuyo, Philippe, por diferentes países, por diferentes culturas, que son experiencias de vida que han nutrido tu trabajo literario. Entonces, esta primera parte de la charla va a ser obra literaria, experiencia docente, experiencia de vida en ese mundo donde has vivido. Entonces, arrancamos en esa diacronía con cada uno de los libros de Philippe. Des livres, des bandes dessinées. J'étais un grand admirateur des aventures de Tintin. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre ces livres d'aventure, entre ces livres de Jules Verne, entre ces bandes dessinées de Tintin et mon passage ensuite dans différents pays du monde? Il se trouve que le Zaïre, donc le Congo, c'est une des premières aventures de Tintin, un Tintin au Congo, pourquoi pas, mais toujours est-il que ça évidemment, la lecture nourrit un imaginaire, et cet imaginaire peut se traduire par une envie créatrice, et je crois que c'est ce qui s'est passé. Mais malgré tout, ça n'est pas dans une perspective narrative, donc des récits d'histoire que j'ai débuté mes premiers pas dans le domaine littéraire, puisque ma démarche initiale, c'est avant tout une démarche de poésie. L'amour des mots, l'amour de la musicalité des mots, les mots qui se donnent en spectacle d'une certaine manière. Alors ça fait déjà beaucoup de choses que je dis, alors je ne sais pas... Actual República de Congo,
él comenzó a ser escritor desde la infancia. En los años 60, estaba alrededor de los años 60, pues muy impresionado por la obra de Julio Verne, por aventuras, por historietas, como por ejemplo Tintín, sin duda también Corto Maltés, de Hugo Pratt, que no Prats, pero Pratt, libros de aventuras y pues como los de Tintín, que pues tienen justamente pues pasos por diferentes países del mundo, y cómo no, la primera historieta de Tintín es ni más ni menos que su paso en Zaire, en el Congo. Entonces sí, su nacimiento de escritor puede ser explicado por la lectura. Nace el escritor como lector, nutrido por el imaginario, y ahí surgen esas ganas de creadoras, que me atrevería a decir, unas ganas creadoras y dialogantes con el territorio literario que poco a poco va construyendo como lector-escritor, y va aprendiendo diferentes perspectivas narrativas, pero simultáneamente está también con un procedimiento que viene muy a fondo, muy a pecho, y nos va a hablar de esto, solamente que muy generosa, muy humildemente decidió suspender su intervención. Obviamente también, además de la narrativa, de las aventuras, de los viajes, pues hay una potencia poética que parte de la musicalidad. Entonces los aires poéticos van de la mano desde el principio, desde la infancia, con la narración, y esto en términos genéricos lo notamos en su obra. Son obras que no se dejan etiquetar. El formato de la novela, que es mal traducido como un relato, es un género que, llamémoslo bastardo, que permite todos los géneros. Entonces tenemos teatro, tenemos también no solamente géneros literarios, el cuento, la poesía, el canto, sino que Philippe Plas en su página de internet también tiene un diálogo con las demás artes. Tenemos música, tenemos dibujos, tenemos sonidos. Entonces hay una especie de trabajo transmedia en la obra de Philippe Plas, lo que quiere decir que la poesía no solamente está en el lenguaje verbal, sino en varios lenguajes. À partir de ces premiers pas poétiques, il va y avoir une confirmation, je dirais, de ces tentatives de travail sur le langage, travail en même temps sur l'imaginaire. Et bon, en tant que professeur, je tiens à rendre hommage à celui qui a été le premier justement à m'encourager, à me pousser et qui a été le premier à favoriser la publication de mes premiers textes dans des revues, qui était justement un professeur de français, un professeur de lettres classiques que j'ai connu pendant quelques années dans mon lycée de la ville d'Albi, dont je suis natif. Et cet homme déjà âgé, qui est quand même mort récemment, il a vécu très vieux et il m'a soutenu donc dès mon départ. C'est quelqu'un qui a pu m'inspirer également dans mon attitude vis-à-vis d'élèves, que j'aime bien encourager également dans des voies créatives. Si on veut donc continuer, ou plutôt commencer le parcours des publications des livres eux-mêmes, le premier, alors je ne sais pas, il est effectivement à l'écran. Le premier livre qui a été publié a été donc très influencé par mon attachement aux cultures de l'Inde. Donc, comme cela a été dit par Maria Fernanda au début, le séjour qui a été le nôtre dans l'île de la Réunion a été une occasion rêvée, parce que cette île française, qui appartient donc à cette république planétaire qui est la France, et qui possède, en tant que colonisateur, il faut le dire, des éléments territoriaux, aussi bien dans le Pacifique, dans l'Atlantique que dans l'océan Indien. Donc cette île de la Réunion est très marquée par toute une histoire qui a amené une immigration d'origine indienne. Et la présence de mon épouse, elle-même de culture indienne, et mes recherches dans ce domaine m'ont poussé effectivement à écrire un livre qui est en fait 2 livres en un seul volume, un recueil de textes narratifs et un recueil poétique qui sont largement inspirés
par cette culture extrêmement attachante, extrêmement complexe, extrêmement profonde, riche de sa spiritualité, de ses arts extrêmement profonds. Donc il s'agit d'un coup de cœur qui s'est traduit par cet ouvrage qui a été préfacé, donc, comme cela a été dit, par la grande romancière Ananda Devi. Esa relación con un profesor de letras clásicas, pues es clave para entender, digamos, los primeros juegos de Philippe Prats. Y pues lamentablemente este profesor ha muerto recientemente. Este profesor que forjó su actitud hacia las letras. Y pues más adelante, ya con su primer libro, Philippe Prats lo escribe muy influenciado, muy apegado por la cultura india. Una cultura india que está basada en la migración, está basada en los viajes. En una estadía en la isla de la Reunión, que es una república que hace parte de la República Planetaria de Francia, colonizadora, hay que decirlo, lo dice Philippe y luego yo, marcada por una historia de migración de origen india. La isla de la Reunión está marcada por una migración fuerte de origen india y que más que su propia esposa, pues que hace parte de esta historia de inmigrantes. Su libro, me atrevería a decir, es un libro impulsado por el amor, un libro que está compuesto de 2 volúmenes, una compilación de textos narrativos y uno poético, donde podemos notar, podemos pues, aprender, pero sobre todo sentir pues, una cultura migrante, combinada, india, y con una profunda espiritualidad. Me atrevería a decir que Philippe es un escritor que siempre está en la periferia y está rescatando de la periferia, no para llevar la poesía al centro, sino para valorizar la periferia, no solo como escritor francés que es gran conocedor de las lenguas provinciales, sino también con el mundo, una relación con el mundo donde se busca la periferia para construir un lenguaje que es propio, un lenguaje que está basado, lo ha dicho Philippe en ciertas entrevistas, está basado en el conócete a ti mismo griego, pero no un conócete a ti mismo ombliguista, de hablar de sí, exhibir sus intimidades, pues ya lo dijo el profesor James, no se trata pues de exhibir una intimidad, sino más bien el conócete a ti mismo recreando un lenguaje, como diría Mallarmé, dándole un sentido al lenguaje de la tribu, buscando en los lugares poco visibles, los menos visibles, en otras lenguas, en otras culturas, ese conócete a ti mismo, el conócete a ti mismo relacionado con el extranjero. Oui, alors, ce que vient de dire Juan Sebastián est intéressant parce qu'effectivement, même si dans le livre dont je viens de parler, ce n'est pas quelque chose d'évident, je suis quelqu'un à la fois de très attaché à mes racines, comme on dit familièrement, les racines qui sont celles de l'Occitanie. Il ne faut jamais oublier que la France est un pays qui s'est construit sur un territoire multiculturel, et que la France a effectivement imposé une culture et une langue unique, mais que cette imposition n'est pas toujours ressentie de manière positive. Il y a donc des volontés identitaires qui existent. Donc je suis très attaché à mes racines et en même temps, de par mes voyages, de par mes parcours, je me sens réellement un citoyen du monde, donc sensible à tout ce qui peut se passer. Il se passe des choses en Colombie, j'y suis sensible. Il se passe actuellement des choses graves aussi dans le pays de ma femme, par exemple, j'y suis sensible. Il se passe des choses graves ailleurs dans le monde, on le sait bien. Donc c'est quelque chose à quoi on ne peut pas rester indifférent. Mais bon, on va peut-être avancer malgré tout dans notre parcours parce que je ne tiens pas à vous garder évidemment jusqu'au 1er mai, qui sera un jour de fête. Donc après Letras negras. Lettres de Chandivy
Le livre suivant, je passerai très rapidement, mais c'est juste pour rappeler qu'effectivement, ça a été un ouvrage qui a fait référence à ces cultures dont j'étais entouré à l'époque, les cultures d'Afrique centrale, puisqu'il s'agissait en fait d'un livre scolaire qui doit être utilisé actuellement dans certaines écoles, donc en Afrique centrale, un livre scolaire de littérature sur les littératures francophones, donc du Gabon, du Cameroun, de la Centrafrique et des pays environnants. Donc c'est une littérature, c'est très significatif. Hein. J'étais là-bas déjà aussi professeur dans un lycée français, mais il est bien évident que dans ce lycée français, comme c'est le cas ici en Colombie, dans les lycées français de Bogota, de Cali ou de Pereira, on étudie finalement, en tout cas dans le cours de littérature française, on étudie des auteurs français ou francophones. Dans les pays d'Afrique, on étudiait très rarement des auteurs locaux. Et donc on a essayé d'encourager ces études-là. El libro lo escriben en colectivo y está inspirado, está con una iniciativa que es la de darle edición, darle visibilidad a los escritores locales, escritores de Gabón, de Camerún, de Zaire, porque generalmente estos escritores no son muy leídos, es decir, pienso yo en ese efecto de la colonización, se lee mucho europeo, se lee mucho occidental, pero no se lee a los escritores nativos. Entonces esa fue una iniciativa de los profesores del Liceo Francés y nace así este libro que es un trabajo maestro, un trabajo colectivo. Donc le suivant que l'on va voir apparaître sans doute. L'histoire Lilith. Oui, donc mon premier roman en réalité, donc qui a été publié en 2014, juste avant mon arrivée en Colombie. C'est, comme cela a été dit par Maria Fernanda au début, ça a été un projet que j'avais en moi depuis très longtemps. En fait, c'est un livre qui a pris la forme définitive d'un roman, mais d'un roman très particulier, mais qui est né d'une manière beaucoup plus atypique, puisqu'en réalité, il s'agissait au départ d'une œuvre poétique, de poèmes en prose se voulant en même temps narratif. Il y a dans ma démarche une volonté toujours présente, peut-être moins dans Canto Humilde, mais il y a une démarche toujours présente, je dirais, de métissage littéraire. De même que je suis très intéressé par le métissage culturel, donc de par ma culture et celle de mon épouse, par exemple, mes enfants sont métis. Mais je pense qu'il y a exactement le même goût de métissage dans la littérature, à savoir que en France notamment, mais dans les pays occidentaux en général, on est souvent très attaché. En 2014 estamos continuando con la exposición de sus obras. La primera novela que escriben en 2014 es, para comenzar, una especie de antinovela. No es antinovela, no es novela propiamente. ¿Por qué? Porque nace de una manera típica, dice Philippe Prats. Son poemas en prosa, pero al mismo tiempo son narrativos, lo cual me hace pensar sin duda alguna de Baudelaire. En su primera versión. En su primera versión son poemas con aspectos narrativos, lo que me haría pensar pues en los poemas en prosa de Baudelaire, que tienen una dimensión narrativa. Pero después de eso, porque ese fue su bosquejo inicial, después de eso pues ya van tomando otra forma, y esta forma la llama de una manera muy bella Philippe Prats, que es el mestizaje littérario. Oui, exactement. Donc la littérature Coca-Cola dont je parlais, c'est une littérature qui est essentiellement de divertissement, bien sûr, et qui requiert du lecteur une grande forme de passivité, finalement, qui est très agréable, dont en tant que lecteur, évidemment, on prend tous plaisir à ce genre de choses. C'est la même raison qui pousse tant de gens à consommer du Coca-Cola, effectivement. Pour ce qui est de la conception que je me fais du lecteur, elle n'est pas spécialement originale. Beaucoup d'autres l'ont dit. Hein. Je sais pas, Bernard Tournier, par exemple, disait que le lecteur est co-auteur du livre. Il s'agit donc vraiment d'une participation active.
La participation de celui qui se distrait en lisant est une vraie participation aussi. On parle souvent de la fameuse identification du lecteur avec les personnages. C'est une participation essentiellement passive. Ce que j'attends du lecteur, c'est plutôt de le déranger, le faire sortir de sa zone de confort et le confronter à la fois à un livre, à un interlocuteur qui est l'auteur, à des personnages bien évidemment, mais aussi et surtout à lui-même. Et puis, comme ça a été dit dans l'introduction, à toute une réflexion qui peut être faite sur on le disait, le rapport qui peut exister entre nous et le réel, entre nous et la fiction, et le rapport qui existe entre le réel et la fiction. Qu'est-ce qui est fictif? Qu'est-ce qui est réel? Un jour, j'ai reçu un courrier de quelqu'un qui avait lu un de mes livres, le scénar, et qui disait je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Bon, je suis content quand quelqu'un réagit de cette manière. C'est pas par sadisme et par envie de perturber forcément les gens, mais je crois qu'il est important de réveiller l'esprit. Il y a un peu de l'attitude de Brecht et de la distanciation de Brecht, c'est-à-dire ne pas s'immerger, prendre ses distances pour avoir un regard un peu critique, un regard un peu intelligent sur les choses. Et dans cette perspective-là, j'encourage aussi les lecteurs, puisque je partage ça sur le site internet, j'encourage les lecteurs également à faire des lectures en audio, à me les envoyer, et puis on peut les mettre en scène. Et donc justement, là, pour le soir Lilith, on peut écouter un premier extrait qui a été dit par une lectrice et que j'ai mis en scène sonore. Philippe Prats invita a sus lectores a que lean sus textos en audio, lectores que pues, pueden ser estudiantes, pueden ser pues, las personas que se van encontrando a raíz de sus viajes, de la vida. Entonces, lectores como esta lectora que pone en escena el fragmento que acabamos de escuchar. Oui, alors donc on va passer, on passe au scénar d'or. On a passé Non loin de la litanie. Bon, mais c'est pas très grave. Donc Non loin de la litanie, c'est le livre précédent. C'est un livre, donc cela a été dit, qui est uniquement publié en PDF et qui est gratuit. Donc les personnes peuvent le trouver notamment en se rendant sur mon site personnel. Et il a été écrit dans les années 90 lors de notre séjour en Guyane française. Et ben là aussi, c'est donc un recueil poétique qui fait référence aussi bien à la nature guyanaise qu'à la culture guyanaise. Donc ceux qui lisent le français sont invités à le découvrir gratuitement, éventuellement. Je ne vais pas m'attarder longtemps dessus. Et on arrive ensuite effectivement au scénar. Alors peut-être qu'on pourrait voir la bande-annonce, puisque c'est un roman qui, comme Le Soir Lilith, je n'avais pas insisté là-dessus, est très inspiré par le cinéma. Le Soir Lilith, c'est un roman dont le personnage principal est une actrice de cinéma à l'époque du cinéma muet. Dans le scénar, comme cela a été dit, il y a en fait à l'intérieur de l'histoire cadre un scénario de cinéma, un guion, qui a été mis en abîme intégralement et qui est au cœur de ce roman. Et une ancienne élève du lycée français qui fait des études de cinéma s'est amusée à faire une petite bande-annonce qu'on peut visionner sur YouTube et qu'on va peut-être voir. Alors ça ne donne pas un aperçu exact de ce roman, c'est un des aperçus. C'est normal d'ailleurs, puisque, étant donné ce que j'expliquais sur l'attitude que j'attends de la part du lecteur, il y a une liberté du lecteur et chaque lecteur a la capacité évidemment d'emmener l'histoire vers ce qui le concerne ou la concerne d'une manière plus individuelle. Que es un escrito de los años 90 que Felipe publicó durante su estadía en Guyana Francesa. Es una compilación poética, no lejos de Alitanie, se podría traducir de esta manera,
y habla enseguida de un libro que está digamos, con un vínculo muy fuerte con el cine. Se llama El Cenar. Entonces, dentro de la historia marco, la historia principal, hay un escenario en el corazón, un escenario cinematográfico en el corazón de la novela. Y pues él nos invita a Felipe a ver un book trailer, un anuncio del libro hecho por un estudiante que se animó pues a ponerlo. Creería yo que los lectores, las lectoras de Philippe Prats, en respuesta al placer de leer la obra, van creando o van, digamos, mostrando este tipo de videos homenaje a su obra. Croire à son sujet. Elle est la propriétaire d'un chat qui joue un rôle très important dans le livre. Et là aussi, donc, c'est un lecteur qui a fait cette lecture que j'ai enregistrée. Enfin, il a enregistré la lecture et elle est disponible sur le site internet comme toutes les autres. Bien, esta lectura de Cenar que acabamos de escuchar es pues que de por sí se diferencia del anterior audio en cuanto a que el tono se adapta perfectamente, hay una dimensión muy teatral, se adapta perfectamente pues al tipo de relato. Si podemos ver, este relato es más rápido, tiene mayor velocidad en la lectura, y nuevamente tenemos el lenguaje no verbal, pues la parte sonora y obviamente pues el gato al final que irrumpe. Eso es esta lectura, este audio lo podemos encontrar en la página de internet de Philippe Prats. Oui, et donc c'est un roman qui est une histoire à suspense en quelque sorte, et dans lequel, comme dans Le Soir Lilith d'ailleurs, on va déboucher sur une dimension on peut qualifier de fantastique si l'on veut. Bon, ici en Colombie, on est tous très au courant du réalisme magique de Gabo. Je crois que c'est quelque chose qui circule dans pas mal d'esprits, chez pas mal d'écrivains. Et je dirais que cette fameuse réflexion que j'incite à faire, dont je parlais précédemment, sur ce qui existe comme différence ou comme ressemblance en fait, et même comme communauté entre la fiction et le réel, ben c'est quelque chose qui nourrit ce livre comme il nourrit justement les œuvres de tous ceux qui travaillent dans le domaine du réalisme magique. On va donc peut-être passer au suivant, qui est donc un livre que je n'ai jamais tenu en main d'ailleurs. Il a été publié en Belgique l'an dernier. C'est un livre, alors lui aussi très métis. On disait que Le Soir Lilith était né comme recueil poétique en quelque sorte, et qu'il était devenu un roman. Le livre Carmina Ultima est né, lui, en étant déjà un mélange de narration et de poésie. Donc, on voit sur la couverture ici qu'il a été préfacé par un poète belge qui s'appelle Jean-Michel Aubevert, et il a été illustré par des dessins originaux d'une dessinatrice belge, Odona Bernard. Et il s'agit donc d'un ouvrage qui est à la fois extrêmement sombre. Il y a un côté post-apocalyptique dans cet ouvrage, et c'est en même temps un hommage à ce que peut représenter la littérature, la poésie, puisque le personnage principal, qui m'a été inspiré par mon séjour très ancien en Afrique centrale, au Zaïre, le personnage principal est un Mangbetu. On voit que le sous-titre du livre, c'est la vie anthologique et névrotique du dernier Mangbetu. Il s'agit donc d'un peuple du Zaïre, de l'actuel Congo donc. Et il s'agit donc de l'histoire de quelqu'un qui est poussé par la fin du monde à quitter son village natal et à errer dans un univers qui est à la fois un univers géographique, cosmique et poétique. Et lui qui est un errant
va construire sa vie et sa maison par son livre. Son livre va être à la fois sa vie et sa maison. Et ce livre n'est pas fait de ce qu'il écrit lui-même, il est fait des poèmes qu'il lit, des poèmes qu'il écoute, des poèmes qu'on lui donne. Voilà donc l'argument, je dirais, de cet ouvrage un peu complexe, dans lequel on va retrouver donc à la fois des poèmes, 2 ou 3 poèmes préexistants au livre et écrits par différents auteurs comme Paul-Jean Toulet, etc. Et puis des poèmes fictifs que j'ai écrits moi-même mais qui sont attribués à des auteurs eux-mêmes fictifs. Bueno, es el libro con el que yo conocí el trabajo literario de Philippe Prats. Es un texto que realmente expresa aquellas categorías de las que ha hablado el profesor antes, el escritor antes, que expresa bien el espíritu de lo mixto, de lo mestizo, especialmente lo que tiene que ver con una escritura dominante el aspecto narrativo, pero uno no sabe en qué momento se desliza de lo narrativo a lo poético. Es una prosa poética y fuera de eso también puede uno distinguir los textos evidentemente herméticos propiamente del poema. Son textos en los cuales encuentra uno ese aspecto que señalaba también Philippe ahora, es que el lector es imposible que sea pasivo. Es decir, es imposible que el lector entre como en una novela, en una inmersión ficcional. No es posible eso. ¿En qué sentido? En el sentido de que uno al leerlo tiene que ser completamente sensible al espíritu del significante, que es una de las cualidades de la poesía. J'ai quitté les ruines de mon village, je me connais trop de En simple enjambée, je traversais le ruisseau, le monde communiqué. J'avais en simple enjambée, je traversais le ruisseau. Aux limites du monde connu, j'agissais dans le Paris, un infranchissable. J'avais jusqu'au sur mon dos, sa gorge se serra ici. J'avais juste sur mon dos le sac plein de livres. La seule larme de la marine au coin de mon œil. Elle avait resté d'un temps. Transparente sur ma peau et disparue en chemin. Et disparue en chemin, happée, sans hâte, par le beau fil sec de l'air. Qui est la peau du monde. J'ai voulu méditer dans la tranquillité toute minérale d'un monde mort. Ce n'est point ainsi que les choses se passèrent. Là où, sur les cartes géographiques, nul n'avait jamais indiqué qu'un chaos de rocs et d'arbres pétrifiés. Voilà que les ruines sont d'arbres pétrifiés. De jour en jour, stylique attentif, je voyais ces ruines débordées de sauges stériles, les tracés et les formes. Je voyais ces ruines débordées de sauges stériles, les tracés et les formes s'affirmer. Tel pilier d'hier couché dans la poussière était aujourd'hui levé. Pièce de céramique, enfouie, trouver sa place parmi d'autres et amorcer l'image du corps au fond d'un bassin vide. Ces ruines vides. Il paraît aussi juste de dire ces restes ou alors ces ébauches. Serait un jour, je le savais, la future bibliothèque Jorge Luis B. et Raymond R. Ainsi les décombres peuvent précéder la maison, la charogne précéder l'animal, et les plantes, sa propre graine. El último libro del profesor Philippe Prats, que es El Canto Humilde. Este es un texto que ha sido escrito en Colombia, un texto que ha sido escrito desde esta mirada de escritor, de profesor, de antropólogo, en el sentido de ser un gran observador del mundo colombiano. Vamos a hacer una lectura a la limón de un poema de Prats, publicado en Voces en Primera Línea. Nos están matando, pero el grito que escuchamos es más fuerte, es resistencia.
Nos están matando, pero la sangre en las calles corre más roja que la vida. Nos están matando y las gentes de bien nos gritan su rabia y su desprecio. Nos están matando y el cielo retumba de motores y la tierra de balaceras. Nos están matando, pero el bicho fue no se calla sobre la antena. Nos están matando y las gentes de paz, vestidas de blanco, salen de sus jacuzzis. Nos están matando y esas mismas gentes reclaman, como es debido, su carne roja cotidiana. Nos están matando y esas mismas gentes escupen sus repugnantes palabras sobre los muertos de hambre. Nos están matando y dicen a los indígenas, parásitos, lárguense de nuestras tierras. Nos están matando y les dicen a los estudiantes, estudien, vagos, y aprendan a reflexionar. Nos están matando y les dicen a los pobres, basura, ustedes ensucian nuestras almas de palomas blancas. Nos están matando y les dicen a los desempleados, váyanse, déjenos trabajar, perezosos. Nos están matando, pero por todo el país, grandes y fuertes, se alzan las ceibas. Nos están matando, pero bailamos delante de hombres máquinas del ESMAD. Nos están matando, pero cantamos por encima de las balas de los policías vestidos de civil. Nos están matando bajo las órdenes del comandante del ejército enviado aquí para masacrarnos. Nos están matando, pero las estatuas de los conquistadores genocidas ya fueron derribadas. Nos están matando, pero no tienen sino la mentira y el odio para darnos la cara. Nos están matando, pero tenemos de nuestro lado la vida, la verdad, el amor, la libertad. Nos están matando, pero los niños ya están aprendiendo nuestros nombres perdidos para recordarlos. Nos están matando, pero desde miles de calles en el mundo un grito se une al nuestro. Resistencia.